Bonjour à tous, Alexandre Bossard. Je vous parle depuis la ville de Puy. Ce serait avec plaisir que je me serais rendu en Belgique, mais malheureusement avec le Covid, c'est pas possible actuellement. Donc la ville de Puy, 18 000 habitants, située au bord du lac Léman. La ville de Puy est située à l'est de l'agglomération lausannoise, donc c'est une ville d'agglomération, à peu près à 80 km de Genève. Je me réjouis suite à la présentation de partager avec vous vos expériences en Belgique et notamment avec les plus petites villes et les grandes villes aussi et voir s'il y a des similitudes avec nos pratiques en Suisse ou des différences. Euh, je crois beaucoup au partage et à l'enrichissement mutuel des expériences. Alors pour faire la présentation, je vais partager mon écran. Voilà, partager. Voilà, Smart City, les pouvoirs secrets des petites villes. Donc, l'intention ici, c'est de partager modestement quelques expériences qu'on a faites à la ville de Puy et les pratiques qu'on en a tirées, qu'on a traduit sous forme de pouvoirs secrets. Euh, voilà. Donc, première chose peut-être à se poser comme question, c'est les petites villes sont-elles concernées par la numérisation? Alors, nous, on a distingué trois grands enjeux. Le premier, c'est la question des changements en cours. Si on prend par exemple l'avènement du commerce en ligne, eh bien, il a un impact assez fort sur nos centres-villes parce que si on a nos commerces qui font faillite, eh bien, ça risque de rendre les villes un peu désertes ou moins attractives. Donc oui, nos villes, petites ou grandes, on a une responsabilité aussi d'accompagner l'avènement de ces technologies dans l'aménagement de la ville. Un deuxième grand champ ou un deuxième grand enjeu, c'est la ville en tant que prestataire de services. Si durant la journée, je prends mon smartphone et puis je vais commander mon billet de train par smartphone, ensuite si je veux aller acheter une voiture, je prends mon smartphone, je vais sur un site numérique pour vente de voitures. Après, je vais partir en week-end, je vais sur une plateforme pour louer un hôtel, etc. Euh, il apparaît un peu inconcevable que quand je m'adresse à ma ville, je doive me rendre à un guichet entre 9h et 11h ou entre 14h et 16h, évidemment pendant les heures de bureau quand je ne peux pas y aller, et que je remplisse un formulaire en papier. Donc oui, les villes, elles ont aussi une responsabilité d'offrir des services qui correspondent en fait à la pratique qui est en cours dans le monde privé. Et puis le troisième point, c'est au niveau politique. On a un système politique qui prend un certain temps et on voit que notamment les réseaux sociaux ont un impact considérable sur la politique et la ville, elle a aussi un rôle à jouer dans ce domaine-là pour ne pas être dépassée par ces nouvelles technologies. Comme on a pu le voir, par exemple, dans un pays situé de l'autre côté de l'Atlantique, euh, où les réseaux sociaux, c'était presque été une surprise il y a 4 ans de voir leur impact sur la politique. Alors, donc, ça, c'est un bulletin de vote suisse, hein. Nous, on vote à peu près 4 fois par année sur une vingtaine de sujets. Donc voilà, oui, 3 fois oui pour ces 3 sujets. Les villes suisses, donc ça, c'est une statistique en Suisse. Je ne sais pas en Belgique, peut-être que c'est idiotique, peut-être c'est un peu différent. Ça serait à creuser. Là, c'est une statistique de 2017 qui montre, qui classe les villes par nombre d'habitants. Une ville en Suisse, c'est à partir de 10 000 habitants, on est considéré comme une ville. Donc là, ça c'est nous qui avons décidé de mettre qu'en dessous de 100 000, c'était une petite ville, puis au-dessus de 100 000, c'est une grande ville. Bon, ça c'est une définition, mais on pourrait le définir autrement. Donc si on prend cette définition, on a 6 villes qui ont plus de 100 000 habitants en Suisse et 147 villes qui en ont moins.
Puy est la 61e ville de Suisse. Donc on est à peu près dans la moitié d'une ville vraiment de taille intermédiaire. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les 6 grandes villes, elles totalisent 1 200 000 habitants, et les 147 petites villes totalisent 2 700 000 habitants. Autrement dit, environ 70% de la population urbaine de Suisse vit dans une petite ville. Ça veut dire que, en fait, on a beaucoup plus de, si on arrive à se regrouper, on a beaucoup plus de moyens que les grandes villes. Alors, la ville de Puy, on n'a pas les moyens de se payer un grand concept numérique avec un plan quinquennal ou décennal. Donc, ce qu'on a fait il y a 6-7 ans, on s'est dit, bah, tiens, il y a ces concepts en fait, on voyait la numérisation qui arrivait de plus en plus dans nos projets. Et il y a la thématique du Smart City aussi qui a émergé avec les premières conférences nationales sur le Smart City. Et on s'est dit, ben, on va faire un peu comme ce petit garçon. Peut-être qu'il a envie de construire un grand château, mais il commence par un château de sable, il commence par là où il en est. Et puis, on a pris un peu la même démarche, on a fait des châteaux de sable. Et puis, petit à petit, on est monté en compétences. Peut-être que ce petit garçon, dans quelques années, ce sera un grand architecte. Donc, je vais vous présenter 3 châteaux de sable et un peu les bonnes pratiques qu'on a ou les réflexions que j'aimerais vous partager vis-à-vis de ces expériences numériques. Alors, le premier château de sable, c'est un projet de cyberadministration. Le permis de fouille, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand une entreprise de génie civil vient faire une excavation dans le domaine public de la ville, donc en général sous les routes, eh bien, elle doit demander un permis de fouille et charge à nous de délivrer ce permis de fouille. Alors, ce projet il commence par une explosion. Ici, en fait, qu'est-ce que c'est cette explosion? C'est un ouvrier qui donne un coup de pioche ou un coup de pelle mécanique ou un coup de marteau-piqueur sur une ligne électrique à moyenne tension. Donc ça fait un arc électrique d'environ 10 mètres de haut avec un fort dégagement de chaleur qui peut blesser gravement l'ouvrier, voire même le tuer. On a eu 2 accidents comme ça ces 15 dernières années à Puy. On a eu beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de conséquences humaines. Il n'y a eu que des conséquences matérielles. Donc, il y a environ 7 ans, on s'est rendu compte que notre procédure permis de fouille, elle n'était plus à jour, elle était obsolète. Et on a décidé de lancer un projet pour renouveler cette procédure. Alors, à cet effet, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris l'organigramme de la ville de Puy. Donc là, on voit, il y a 5 grandes directions, et puis dans chaque direction, il y a des services ou des entités. Et puis, on a identifié tous les services qui étaient concernés de près ou de loin par cette procédure. Et on a identifié qu'en fait, il y avait 16 entités qui étaient concernées par cette procédure. Donc, on a réuni des représentants de ces 16 entités. On a fait 4 ou 5 ateliers d'environ 2-3 heures et on a co-construit ensemble la nouvelle procédure. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas du tout de numérique. D'ailleurs, on n'y pensait pas à l'époque. La question, c'était vraiment de revoir le processus. Alors, un premier secret des petites villes, c'est qu'en fait, nos petites villes, on a des administrations à taille humaine. Ça veut dire quoi à taille humaine? Ça veut dire qu'en général, on se connaît tous. Même on connaît presque tous les prénoms, on se tutoie. Ça donne au niveau de la communication et des prises de décision, des flux relativement rapides. Parce qu'on est affranchi dans les grandes villes, on a des pyramides hiérarchiques beaucoup plus importantes qui peuvent faire que des prises de décision, par exemple pour organiser une séance comme ça pour un projet, peut prendre beaucoup de temps. Nous, c'est assez rapide. Et vis-à-vis du numérique, c'est intéressant parce que le numérique, c'est des technologies qui ont un cycle de vie qui est très court. Et si on va trop lentement, le temps qu'on fasse le projet, au moment où on l'inaugure, peut-être qu'il est déjà obsolète. Donc les petites villes, leur agilité, grâce à leur taille humaine, c'est vraiment un pouvoir sacré
et qui permet de faire participer assez aisément tous les acteurs d'un processus ou d'un projet. Donc, quelques 3-4 mois plus tard, on avait notre processus qui était décrit, c'est ce qu'on voit là à l'écran. En fait, il était tellement compliqué et complexe qu'il fallait un poster A0 pour le décrire. Et en quelques mots, le demandeur, donc celui qui veut faire une excavation, il pouvait saisir jusqu'à 65 informations. Il devait renseigner 24 informations de façon obligatoire. Ce processus concernait pas seulement la ville de Puy, mais aussi 6 organisations externes, c'est-à-dire les transports publics, les entreprises de télécommunications, la ville de Lausanne, qui a aussi des réseaux souterrains sur la ville de Puy, comme le gaz ou des conduites d'eau potable qui alimentent la ville de Lausanne. 16 services puyérants impliqués, ça on vient de le voir, c'est ceux qui ont co-construit la procédure. 7 services puyérants validateurs, donc qui doivent analyser la demande et donner un avis. Pour faire ceci, on a 10 jours de délai. On doit communiquer en interne de l'administration, donc l'administration doit pouvoir avoir accès à cette autorisation et tout le détail de l'analyse. Et en externe, le citoyen doit aussi pouvoir avoir accès à l'autorisation, qui est un peu plus simplifiée que tout le détail. Et puis finalement, on fait encore des contrôles terrain pour voir que si la remise en état elle est conforme à ce qu'on a demandé. Et ça, à l'époque, quand on a fait la procédure, on devait le faire 150 fois à peu près par année. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 400 fois. Donc ça veut dire qu'on a une demande comme ça à analyser 1 à 2 fois par jour. Donc en fait, en regardant ce processus avec un collègue informaticien, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'opérations qui étaient très répétitives et qui a vraiment un très faible intérêt pour les collaborateurs, même ils s'en plaignaient. C'était par exemple de prendre un fichier Word, de le transformer en PDF, de prendre un fichier Excel, de le transformer en PDF, de fusionner les deux fichiers, d'attacher ces fichiers à une liste de distribution qui existait déjà, etc. Et on s'est dit, mais en fait, il faut numériser ça serait vraiment intéressant de numériser ces processus répétitifs. Et c'est là qu'on a lancé une deuxième phase au projet. On ne savait pas du tout qu'on faisait du Smart City à l'époque. Et on a lancé le e-permis de fouille, donc le permis de fouille électronique. Alors là, pouvoir secret numéro 2, c'est quelque chose qui peut aussi être un moteur pour la numérisation des petites villes, c'est qu'on a peu de collaborateurs à disposition. Donc là, en l'occurrence, dans cette procédure, je dirais que 95 à 98% des permis de fouille, c'est des permis de fouille simples. Et en fait, le numérique gère quasiment tout le processus de façon automatique. Et il y a entre 2 et 5% des permis de fouille qui sont complexes ou alors il y a des imprévus ou le demandeur il a des demandes spécifiques. Et là, en fait, les collaborateurs ils sont déchargés par le numérique des tâches répétitives et ils peuvent prendre beaucoup plus de temps et traiter les imprévus. Ce qui fait que paradoxalement, la numérisation de cette procédure, ça a rendu le processus beaucoup plus humain, parce que du côté du demandeur ou du client ou du citoyen, eh bien, il a un vrai service d'accompagnement lorsqu'il y a un imprévu. Et puis, si c'est quelque chose de très simple, bah, ça se fait automatiquement. Puis, voilà, il n'a pas non plus intérêt à nous contacter personnellement pour ces éléments-là. Grâce au numérique aussi, on a passé de 150 à 400, 450, donc on a en tout cas doublé, voire triplé le nombre de permis. On n'a pas eu besoin d'engager du personnel supplémentaire. Alors pour faire ce développement informatique, qui a coûté environ 150 000 euros, pour la ville de Puy, 150 000 euros pour numériser une procédure, c'était un peu cher. Donc, au moment où on a fait la proposition de numériser ce processus, on a contacté différentes villes et cantons pour savoir s'ils étaient intéressés. Puis on a eu de la chance parce qu'en fait, beaucoup d'autres villes étaient tout à fait intéressées, ils étaient confrontés au même problème que nous.
Et donc, il y a la ville de Morges, la ville de Nyon, qui ont à peu près la même taille que Puy, Vevey, Montreux, Yverdon, Lausanne, donc, qui est à peu près 10 fois plus grand que Puy, Puy comme pilote, le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel, et puis, chose assez extraordinaire en Suisse, c'est qu'on a même franchi le Röstigraben. Donc le Rösti, c'est un plat euh, traditionnel suisse qui est composé de pommes de terre. Et le Röstigraben, c'est la frontière qui sépare les parties francophones de la partie germanophone de la Suisse. Peut-être qu'au Belgique, vous connaissez aussi ça. Et pour une petite ville, alors bien sûr qu'on collabore beaucoup entre Suisse romand et Suisse allemand, mais pour une petite ville, c'est vraiment très rare. Et il y a le canton de Bâle-Ville, le canton de Bâle-Campagne et le canton de Schwytz qui ont participé au financement de cette application. Ce qui fait qu'au final, sur les 150 000 euros, Puy a déboursé 50 000 euros et il y a 100 000 euros qui sont venus des autres villes pour financer cette application. Donc un pouvoir secret, ça je pense que vous voyez où je veux en venir. Pouvoir secret numéro 3 pour une petite ville qui a peu de ressources, eh bien, c'est de mutualiser les coûts et l'intelligence. Alors les coûts, on vient de le voir, hein, c'est pas très compliqué, mais peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est l'intelligence collective. Parce que, en fait, quand une ville ou un canton ou un autre partenaire industriel ou académique met de l'argent pour un développement, par exemple, euh, c'est pas une subvention, c'est vraiment il a besoin du développement qui est proposé. Donc, à chaque fois qu'on commence par exemple, à programmer du code, on va être challengé par autant de partenaires que ceux qui ont investi. Et chaque ville, c'est une culture différente, c'est une identité différente, c'est une organisation administrative différente, c'est une des tendances politiques différentes, c'est des tailles différentes, c'est des enjeux différents. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on a constaté des quelques développements qu'on a fait, c'est qu'ils sont très robustes parce que sans arrêt, on est challengé, on est critiqué, on doit se justifier. Et pour sortir le développement, on a vraiment quelque chose qui a été testé avant d'être mis en production. Donc voilà, pouvoir secret numéro 3, mutualiser les coûts et l'intelligence. Et ça, les petites villes, on est un peu poussé à le faire si on veut faire des projets numériques ou des projets un peu qui nécessitent des investissements. Ce qui n'est pas forcément le cas des grandes villes. Voilà, et puis en fait, on a été nominé pour le prix de l'innovation 2018 par les infrastructures communales suisses. Puis ce que j'aime bien sur cette nomination, c'est qu'il n'y a pas une ville toute seule, mais en fait, il y a la ville de Puy et la ville de Morges. On était les deux principaux moteurs dans le développement de cette procédure. Et ça met en évidence la mutualisation aussi, pas seulement des coûts de l'intelligence, mais aussi de cette nomination. Voilà pour le premier château de sable. Je vais vous parler maintenant d'un deuxième château de sable. C'est le développement d'applications pour la gestion des réseaux souterrains, donc l'eau potable, l'assainissement et l'électricité. Donc voilà un exemple, ça c'est un chantier qu'on a fait il y a 3 ans avec une conduite d'évacuation des eaux claires. Pour une petite ville comme Puy, la valeur de nos réseaux souterrains, on n'en a que 3. On a l'eau potable, l'eau claire et les eaux usées, et puis l'électricité basse tension. La valeur est de 300 millions de francs. Ça veut dire que de 300 millions d'euros. Ça veut dire que chaque année, on doit dépenser entre 3 millions et 5 millions d'euros pour maintenir la valeur de notre réseau. Pour ce faire, comme c'est des réseaux souterrains, je ne sais déjà pas où ils sont. Donc j'aimerais savoir, je ne les vois pas. Donc j'aimerais savoir où ils sont. Donc j'ai besoin de savoir où ils sont. J'aimerais connaître leurs caractéristiques, leur diamètre, le diamètre des collecteurs, le matériau, l'année de pause. Après, j'aimerais connaître peut-être l'état de ces réseaux. Ensuite, j'aimerais savoir c'est où l'emplacement le plus judicieux pour faire mes travaux. Il y aura le meilleur investissement. J'aimerais peut-être aussi avoir des données statistiques sur mes réseaux, leurs valeurs en 2020, par exemple, pour le rapport de gestion. Et pour cela, eh bien, j'ai besoin d'un outil d'aide à la décision. Alors, l'outil d'aide à la décision, c'est ce qu'on appelle un système d'information géographique. C'est une base de données
qui récolte les données géographiques et qui est couplé avec une visualisation cartographique des données. Donc, par exemple, là, on voit ici le réseau d'eau potable avec leur liaison sur les bâtiments. On peut distinguer les petites caractéristiques, mais je peux carrément aller interroger ces réseaux puis avoir beaucoup plus d'informations que ce qui est affiché là. Donc maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée. Donc on a des réseaux, des systèmes d'information géographique, ça fait depuis le milieu des années 90 qu'on en exploite à Puy. Et au début des années 2000, on avait une version qui fonctionnait tout à fait à satisfaction. On a eu la version 1, on a fait une mise à jour, on a eu la version 2. Et quand on a voulu faire la mise à jour pour passer à la version 3, on nous a dit, écoutez, cette application a été rachetée par une grande multinationale qui a totalement reprogrammé le code. Ce qui fait que il n'y a pas de mise à jour. Il faut faire une migration complète. Bon, pour nous, une migration complète, ça veut dire plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement pour aucune plus-value. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de notre manque de maîtrise du code informatique des solutions logicielles qu'on utilise. Donc, du moment qu'on devait de toute façon faire la migration, on a proposé, et donc de changer de système, on a proposé à notre comité de pilotage de passer sur les technologies open source. Donc là, c'est un logiciel open source qui s'appelle QGIS, et de développer nous-mêmes nos propres modules métiers pour la gestion de l'eau potable et pour la gestion de l'assainissement. Alors, pouvoir secret numéro 4. Une petite ville, elle a très peu de licences informatiques, donc du point de vue des éditeurs de logiciels, elle existe tout simplement pas. Là, en l'occurrence, pour cet éditeur, sauf erreur, il fallait 1000 licences pour qu'il commence à nous considérer comme un grand compte. Puis on en avait 5, donc autant dire qu'on n'existe pas. Donc, par contre, une petite ville, ce qu'elle peut faire, c'est de piloter le code grâce à l'open source. Donc en 2016, on a mis en production notre premier module, qui était le module d'eau potable. Et en 2019, on a mis en production notre module d'évacuation des eaux, donc module d'assainissement. Et donc là, on a déjà un début de portefeuille de modules en open source, à disposition sur Internet. Les villes peuvent le prendre, ça ne coûte rien. Et puis pour toute cette phase développement du code, donc on est en phase projet, c'est-à-dire ce qui est un peu illustré par ces bateaux de régate, c'est-à-dire qu'on est très agile, ça coûte très cher, puis on déplace pas beaucoup de monde. C'est beau aussi, hein, mais voilà. Et puis en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que actuellement, il y a plus de 50 communes qui utilisent notre solution et une dizaine de villes, dont 2 au niveau international, et qu'on a régulièrement en fait des demandes qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe, d'Asie, pour réutiliser nos applications. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on risquait d'être débordé par le succès et que ça pouvait prétériter notre projet, parce que si les personnes prennent le code source, le manipulent, et puis font un usage, enfin c'est vite fait de faire des développements, mais la question c'est de les maintenir dans le temps. Après, on pourrait avoir des retours comme quoi nos solutions elles marchent pas bien, que la production elle était bloquée dans telle et telle ville, et ça peut se retourner contre nous. Donc on va mettre en place un processus d'exploitation. Donc c'est là où on en est maintenant. Alors qu'est-ce que c'est ce processus d'exploitation? Ben, ce qu'on veut c'est garder la main sur le pilotage du code, que la solution elle soit stable dans le temps, parce que nous on gère un patrimoine de 300 millions, on ne peut pas comme ça dire bah écoutez le logiciel il marche plus, mais peut-être dans 6 mois ça marchera de nouveau. Non, il faut que ça marche tous les jours, 24 heures sur 24. On a besoin aussi d'une helpdesk et de formation. On doit pouvoir aussi ajouter des nouvelles fonctionnalités, comme par exemple, je sais pas, bientôt il y aura les lunettes 3D, les lunettes avec la réalité virtuelle, ben, on veut pouvoir ajouter ça dedans, que quand on va sur le terrain, ben, on peut voir notre réseau souterrain directement sur le terrain. Et puis, ben, pour faire ça, ben, il faut le partage des ressources humaines et financières. Donc,
ce qu'on a fait, c'est qu'on est en train de créer une seule organisation au niveau suisse, et puis dont l'objectif, ça sera la gestion open source des infrastructures publiques. Donc, pas seulement les réseaux souterrains, mais aussi les parcs, la gestion des parcs, la gestion des ports, la gestion des cimetières, la gestion des routes, la gestion de tout ce qui concerne la ville. Voilà, alors, pouvoir secret numéro 5 d'une petite ville qui a peu de ressources, eh bien, c'est de co-construire avec les partenaires une organisation pour garantir la durabilité des solutions open source. Ça peut être des solutions open source ou autres, hein. Voilà, donc avec peu de moyens, en fait, on peut faire un projet à l'échelle nationale. Et par exemple, au mois de février, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre à Nouakchott, en Mauritanie. La ville de Nouakchott, qui compte 1 million d'habitants, souhaite mettre en production notre module de gestion des réseaux d'eau potable. Donc, on a été faire un diagnostic de leur système d'information géographique. Voilà pour le deuxième château de sable. Je vais passer au troisième château de sable, l'Observatoire digital de la mobilité. Donc là, ça concerne plutôt la technologie Big Data. Donc, le Big Data, c'est la technologie quand on a une masse d'informations. Là, en l'occurrence, on processe 20 milliards d'informations par jour sur ce projet, sur l'ensemble de la Suisse, pour avoir des informations sur une seule rue de la ville de Puy. Alors, ce projet, en fait, il a démarré ici, c'est-à-dire ça, c'est la rue de la Poste, c'est un peu la rue centrale de Puy, c'est nos Champs-Élysées. Donc, elle est en noir et blanc, cette photo, comme ça, on ne voit pas les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Bon, on constate que c'est une rue qui est dévolue aux voitures, au trafic motorisé, avec 2 axes de circulation, avec des parkings, des places de parc de part et d'autre. On distingue vaguement sur la droite qu'il y a une petite terrasse là, qui est coincée derrière la camionnette. Les trottoirs sont très étroits, hein. Sur la gauche, là, si on prend une poussette, je ne sais même pas si elle peut passer. Donc la municipalité, les politiques, ils ont une vision par rapport à ça. Ils veulent transformer en élargissant les trottoirs, en donnant aussi de la place pour la mobilité douce, les vélos, les piétons. Donc ça, c'est la vision. Et puis après, la réalité, c'est qu'un groupe de citoyens a fait opposition à une phase test qu'on voulait mettre en place, c'est-à-dire de créer une première esquisse du réaménagement, mais provisoire, pour pouvoir mesurer l'impact sur la mobilité. Donc, est-ce que les commerçants ils avaient moins de clients ou plus de clients? Est-ce que les voitures elles se déplaçaient ailleurs? Comment ça se passait pour les vélos, etc. Et puis, donc, ils ont fait opposition et le tribunal administratif cantonal leur a donné raison. Et notamment, ils nous ont reproché de ne pas avoir assez de données sur la mobilité. Et là, on leur a dit, mais on fait ce test pour avoir les données sur la mobilité. Donc, en fait, cet échec nous a obligés à sortir des sentiers battus. Et on a eu la chance de pouvoir rencontrer la ville de la société Swisscom, donc c'est un opérateur télécommunication, c'est l'opérateur national, qui à la même époque, ils avaient fait leur laboratoire, ils avaient essayé de visualiser le déplacement des cartes SIM de leurs abonnés. Donc ils ont à peu près 60% du marché suisse. Et là, on voit, c'est la région de Zurich, c'est une agglomération d'1 million d'habitants, avec le centre-ville qui est ici. Là en dessous, c'est le lac de Zurich. C'est 6 heures du matin, puis on voit l'évolution, en fait, des déplacements dans l'agglomération. Donc voilà, ça, pour eux, c'était très intéressant. Ils disaient qu'il doit y avoir un potentiel. Mais bon, à part que dire, voilà, tiens, on voit qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On peut dire qu'il y a beaucoup de déplacements, que ça doit être complexe à gérer. Mais sinon, on ne sait pas trop quoi faire de cette information. Et en fait, nous, de notre côté, on avait un besoin concret de données. Et c'est là qu'on est parti sur un projet.
Donc, un autre pouvoir secret, c'est de partir vraiment du besoin concret. C'est-à-dire que les politiques, là, ils avaient vraiment, le tribunal leur avait dit, vous devez avoir ces données. La façon dont vous voulez acquérir ces données ne convenait pas au tribunal. Donc, on a dû passer par le big data. Le besoin concret, il est très important. Donc, nous, quand on lance un projet, on le lance de toute façon, qu'il soit numérique ou pas, on va le lancer. Ce n'est pas le numérique qui doit dire, ah ben, on va faire le projet. C'est parce qu'on a un vrai besoin. Et pourquoi c'est important? Parce que le numérique, c'est souvent un peu de la recherche et du développement. Donc, il y a des phases au début, tout le monde est enthousiaste, mais peut-être au bout d'une année, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, mais en fait, vous faites quoi? Ça sert à quoi? Et si on a un besoin concret, ben on dit, ah, mais c'est les données qu'on a besoin pour refaire la rue du centre-ville. Et puis, tant qu'on les a pas, on ne peut pas le faire. Ah oui, oui, bien sûr. Ah non, mais on continue ce projet. Si on lance un projet pour un projet, parce qu'il est numérique, on va dire, bah, écoutez, on ne sait pas trop, mais on trouvait cette technologie intéressante. Là, ça peut prétériter le projet, voire même l'arrêter. Donc, vraiment partir du besoin concret. Voilà, donc une réponse à cette problématique, c'était le big data pour mesurer la mobilité. Donc là, nous, on n'entre pas dans le smartphone, mais on mesure les traces laissées par les cartes SIM sur les antennes de Swisscom, ce qui a un grand avantage du point de vue de la confidentialité des données. Et quelques temps plus tard, il y a aussi l'école polytechnique qui a participé au projet. Et notamment, on a fait 2 travaux de master avec des étudiants, dont le dernier a gagné le prix 2020 de l'Association suisse des professionnels de la route. Et on a créé justement, enfin, ça s'est fait un peu, ce trio ville, industrie, académie. Et voilà, bah, pour une petite ville, c'est totalement impossible de se financer les technologies big data qu'on a mis en place pour ce projet. C'est simplement parce qu'on a eu accès directement au centre de recherche de Swisscom, qui a des équipes de data scientists qui viennent de chez Google, de chez Yahoo, avec une infrastructure impressionnante. Par contre, une petite ville, elle peut s'associer avec l'industrie, elle peut s'associer avec le monde académique, et ça fait le monde académique et l'industrie ont aussi besoin des villes parce que les villes, c'est leurs futurs clients, en tout cas pour l'industrie. Donc, ils sont très intéressés d'avoir nos compétences, par exemple, en gestion de la ville, nos compétences en gestion de projet. Et il y a vraiment un partage d'expériences qui permet de faire des projets très pointus. D'ailleurs, ce projet, on l'a présenté à l'Union européenne. On était invité en 2016 à Eindhoven pour l'Assemblée générale de l'innovation et de la recherche. Voilà, donc en fait, château de sable après château de sable, hein, un peu comme le petit garçon là, on est monté en compétences sans faire aucun cours sur le big data, sans faire de cours sur le smart city, mais vraiment en mettant la main à la pâte. Et un jour, on s'est dit, bon, maintenant, on est prêt pour élaborer une stratégie parce qu'on ne peut pas continuer à produire des projets numériques, de les mettre en œuvre dans la ville parce qu'ils ont un impact aussi sur la population. Et si on veut être crédible, on doit pouvoir répondre. Si on nous pose la question, mais vous allez où avec votre démarche numérique, on doit avoir une réponse. Alors pour ça, en fait, on a fait quelque chose d'assez simple. On a fait un site internet et on a travaillé sur les valeurs. Donc, on a interviewé tous les chefs de service et puis la municipalité, bah, en fait, elle a approuvé cette vision des chefs de service. Et pour nous, une smart city, c'est une ville qui est pratique, donc en fait facile à vivre, qui est efficiente, c'est-à-dire qu'elle gère bien l'énergie, elle est non seulement efficace, donc capable de produire des services, mais elle le fait en minimisant les efforts. Elle est conviviale et elle est humaine. Voilà notre smart city. Après, ces 4 éléments, ça nous permet aussi de mesurer, est-ce que quand je fais mon projet, je le pilote de façon conviviale, humaine, efficient et pratique? Est-ce que quand je communique, je le fais de la même façon, etc. Donc, ça nous donne un peu une grille de lecture et d'analyse. Et puis, notre site, il a une deuxième page, c'est des petites vignettes comme ça. Quand on clique dessus, on peut aller voir
un peu le détail du projet, donc de mettre en lumière, le but c'était de mettre en lumière le travail de l'administration pour les citoyens, qui se rendent compte un peu de qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces projets numériques, parce qu'ils en entendent parler des fois dans la presse. Par exemple, l'Observatoire de la mobilité, bien sûr qu'avec la question de la protection des données personnelles, eh bien, comme ça, ils peuvent aller voir comment est-ce qu'on gère cette question des données, protection des données personnelles. Voilà, et voilà le site smart.pi.ch. Et puis, pouvoir secret numéro 8. Bon, on n'a pas les moyens de financer un grand concept quand on est une petite ville ou une petite administration. Donc, c'est vraiment de travailler projet par projet, ça vous l'avez compris, je pense, de vraiment mettre la main à la pâte. Et puis, le concept, il émerge de lui-même en fonction des projets qu'on a menés, en fonction de la culture locale, de la langue, du management de la ville, de la personnalité des collaborateurs. Voilà, et le concept, il émerge de lui-même, puis il sera chaque fois unique pour chaque ville, parce que chaque ville est unique. Je vais conclure avec un proverbe que j'ai ramené de Mauritanie. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup.